Bien, je propose que nous commencions. Mesdames, Messieurs et les autres, soyons inclusifs. Au nom de la Fondation Louis Jantet, je vous souhaite une très cordiale bienvenue pour cette conférence publique. Je m'appelle Denis Duboul et j'ai le privilège en fait de présider le conseil de cette fondation et ainsi de pouvoir vous accueillir dans ces locaux magnifiques pour cette conférence ce soir. Notre fondation a pour but, fondation donatrice, je le précise, a pour but de distribuer chaque année des prix scientifiques qui sont parmi les plus renommés en Europe et également de soutenir la faculté de médecine au travers de différents outils et d'organiser des conférences grand public dont le seul but est d'informer et de faire réfléchir sur des thématiques proches de la médecine, de la santé, de notre environnement, mais qui toutes ont une importance sociétale avérée. L'organisation de ces conférences est assurée par Aude Saudemont, Elodie van der Hove et plus particulièrement Costanza Pontebianco, et j'aimerais bien entendu les remercier, ainsi que l'équipe technique là-haut, qui mettra en ligne cette conférence qui est retransmise en direct ce soir. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir et de vous présenter notre conférencière invitée ce soir, Madame Mathilde Touvier. Mais auparavant, laissez-moi dire juste quelques mots du contexte général de cette conférence, qui se trouve dans le lien vraiment essentiel qui existe entre la nutrition et certaines maladies chroniques, le cancer, l'obésité, le diabète. Au cours de notre vie, chacun d'entre nous va ingérer 50, c'est tellement gros qu'il faut que je relise, 50 000 litres de boissons et à peu près une trentaine de tonnes d'aliments. Et si l'on veut pouvoir agir pour protéger le consommateur, il faut mettre en place, bien sûr, des réglementations qui touchent l'alimentation, la santé publique, d'où la nécessité, bien entendu, de pouvoir se baser sur une recherche scientifique précise qui permet d'évaluer la situation actuelle pour pouvoir la réglementer. Et la docteure Mathilde Touvier est précisément une des meilleures spécialistes de ces questions. Elle est directrice de recherche à l'INSERM. Elle dirige l'étude Nutrinet Santé qui, depuis 2009 maintenant, vise précisément à évaluer le lien entre les habitudes alimentaires et la santé. Et un des résultats les plus populaires de son travail, nous entendrons ce soir, c'est bien entendu l'étiquetage nutritionnel des aliments, notamment ce fameux Nutri-Score, qui a été inventé et proposé par son équipe en dépit de pression exercée par toutes sortes de lobbies qui, comme à chaque fois que l'on souhaite faire passer la santé publique avant les intérêts de grandes entreprises, devient très actif. Il s'agit, comme vous le savez, d'un indicateur très simple qui se trouve sur le devant des emballages et qui permet d'obtenir une information sur la qualité du produit en un coup d'œil. Mathilde Touvier est diplômée d'AgroParisTech, docteur en épidémiologie et en santé publique. Et après 6 ans passés à l'Agence française de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et une année comme chercheuse à l'Imperial College à Londres, elle rejoint l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle dont elle a pris la direction en 2019. Depuis, elle y coordonne des recherches qui étudient les liens entre nutrition et santé, par exemple sur l'alimentation industrielle et le problème des additifs. Mathilde Touvier est membre du conseil scientifique du Centre international de recherche sur le cancer. Elle est experte auprès de plusieurs institutions, notamment l'Institut national du cancer, ainsi qu'au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle a reçu le prix Recherche de l'INSERM en 2019 et un prix de la Fondation Bettencourt-Schuller en 2021. Je la remercie vraiment chaleureusement d'être venue de Paris pour nous entretenir de ce sujet qui prend de plus en plus d'importance. Et je lui laisse la parole après avoir mentionné que sa conférence sera suivie par une discussion, au cours de laquelle vous pourrez
poser des questions si vous en avez. Et puis ensuite, par un apéritif qui sera voilà, dans les locaux de la Villa des Fondations, donc juste à la sortie, prendrez l'escalier, suivez les gens, vous serez les bienvenus pour célébrer cette conférence que va maintenant nous donner la docteure Mathilde Touvier. Bien, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, un immense merci au professeur Duboul et puis à toute l'équipe de la Fondation Louis Jeantet pour cette invitation. Moi, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui parmi vous et de vous parler donc des relations, de l'impact de notre alimentation, de la nutrition plus généralement. On parle aussi d'activité physique, même si par raccourci je parle d'alimentation. Tout cela, l'impact sur la santé. Alors, effectivement, je confirme, ces chiffres-là de 30 tonnes d'aliments, 50 millilitres de boissons, c'est environ ce qu'on va ingérer en moyenne au cours d'une vie et qui vont nous amener évidemment des nutriments, protéines, lipides, glucides, vitamines. On commence à avoir une bonne idée de l'impact de tous ces nutriments sur la santé, mais cela va aussi nous amener tout un ensemble d'autres composants, des pesticides, des additifs, tout un ensemble de contaminants ou au contraire de composés bioactifs, polyphénols et autres, qui vont agir comme facteurs protecteurs ou facteurs de risque sur notre santé. Et là, pour le coup, pour ces éléments-là, on a beaucoup moins d'idées de l'impact à long terme et c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier en recherche à l'heure actuelle. Alors quand on pense à notre alimentation, on pense à la diversité culturelle de tout ce qu'on va ingérer dans la vie. Donc là, ce sont les travaux d'un célèbre photographe, Greg Segal, qui a photographié tout ce qui était consommé par des enfants à travers le monde ici au cours d'une semaine. Donc vous voyez évidemment diversité à travers les pays, mais aussi au sein d'un même pays. Ici, ce sont 3 enfants brésiliens à peu près du même âge, et vous voyez donc l'extraordinaire diversité de ce qui est ingéré au cours d'une semaine par ces enfants, jeunes adolescents. Alors, l'impact de toute cette alimentation, de la diversité de ce que l'on consomme sur la santé, je vous le disais, on commence à avoir une petite idée, même une bonne idée, de certains facteurs de risque, facteurs protecteurs, pour lesquels on a des niveaux de preuve forts aujourd'hui. Et ce, grâce à des années de recherche accumulées en nutrition et santé. Recherche très diverses en termes de méthodologie. Ici, c'est de la recherche épidémiologique. Donc là, on s'intéresse à de grandes populations, plusieurs milliers, dizaines de milliers ou centaines de milliers de participants qui vont nous déclarer, ou chez qui on va mesurer finalement leur consommation alimentaire, leur activité physique, leur mode de vie. Et puis, on va mesurer aussi leur état de santé. Donc ici, dans les études écologiques, on compare des modes de consommation alimentaire avec des mesures d'incidence, de prévalence de maladies entre différents pays ou différentes régions. Dans les études cas témoins, on a des personnes qui sont atteintes d'une pathologie, d'autres qui ne le sont pas, et on compare leur alimentation, leur mode de vie. Dans les études de cohorte, on prend au départ une population de personnes qui n'ont pas de maladie, qui sont en bonne santé, chez qui on va mesurer les profils alimentaires, l'activité physique, le tabagisme, etc. Et puis, on va les suivre dans le temps. Certains développeront des pathologies, d'autres pas. Et on va comparer finalement le risque d'avoir développé ces pathologies selon les niveaux d'exposition alimentaire. Donc ça, ce sont les études de cohorte. Et puis, il y a également ce qu'on appelle les essais contrôlés randomisés, où là, dans les autres études, nous sommes dans l'observation. Nous regardons les comportements et nous faisons des corrélations avec l'état de santé. Dans les études d'intervention ou les essais randomisés, on va intervenir, donc on va tester par exemple l'impact d'une vitamine, d'une supplémentation ou d'un type de régime alimentaire ou d'une mesure de santé publique dans un groupe de population qui recevra l'intervention versus une autre population témoin. Et là aussi, on va les suivre dans le temps et regarder l'impact de tout cela sur la santé. Donc ça, ce sont les études épidémiologiques. Et bien entendu, tout cela est extrêmement complémentaire des études in vitro ou in vivo, donc sur des cellules, sur des modèles animaux, qui vont permettre de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent ces relations entre nutrition et santé.
Et donc c'est vraiment l'ensemble de ces différents types d'études en complémentarité qui nous permet d'avoir une idée claire, non seulement des liens entre alimentation et santé, mais des liens de cause à effet et de la manière dont cela marche et dont on peut agir finalement dessus pour prévenir au mieux les maladies. Alors, cet iceberg, pour vous montrer justement que toute cette complémentarité d'études et le processus qu'il y a derrière est vraiment nécessaire pour arriver à la partie immergée de l'iceberg, donc la recommandation de santé publique. Par exemple, je sais qu'on partage la même entre la France et la Suisse, les 5 portions de fruits et légumes par jour. C'est une recommandation sur laquelle on commence à être assez solide et sûr de nous. Donc, ça fait quelques années qu'on l'émet d'un point de vue message de santé publique. Eh bien, derrière ou en amont de cette recommandation, il y a un énorme travail qui est fait, qui commence par la publication d'études scientifiques, épidémiologiques, toxicologiques, études expérimentales. Ensuite, un processus de revue de la littérature, donc de revue, si possible, systématique. On essaye de ne laisser passer aucune étude publiée sur le sujet qui nous intéresse. On fait ce qu'on appelle des méta-analyses aussi. Donc là, on va prendre toutes les études qui s'intéressaient à un facteur nutritionnel donné et une pathologie donnée, et on va faire une sorte de résumé, de moyenne pondérée de tous les effets observés dans ces études-là, pour donner finalement un chiffre résumé de l'effet étudié. Et puis, toute cette littérature scientifique est prise en compte dans des expertises collectives. Ça aussi, c'est important. Donc, on est souvent amené, en tant que chercheur, à communiquer sur les résultats d'une étude, des résultats qu'on a pu obtenir. C'est important et c'est intéressant, et ça permet justement au public de se tenir au courant en temps réel de la recherche qui avance. Mais on fait vraiment la distinction, et on essaye d'être clair dans les messages, de la manière dont on les véhicule, sur le fait qu'on n'a pas du tout le même niveau de preuve entre un résultat d'une étude, même si elle est super, même si elle est très très bien conduite, et finalement tout ce processus qui va prendre en compte l'ensemble des études, une expertise collective qui est conduite dans le cadre piloté par des institutions publiques ou associatives à but non lucratif, qui vont vraiment réunir des experts de toutes les disciplines et qui vont débattre des niveaux de preuve avec des processus, des protocoles préétablis. Et c'est seulement lorsqu'on a tous ces éléments-là réunis qu'on peut arriver à un niveau de preuve solide et du coup à en découler des recommandations de santé publique. Donc ça, on a la chance d'avoir ça en nutrition de santé publique sur plusieurs facteurs déjà, et on a la chance d'avoir des institutions qui, notamment par exemple dans le domaine nutrition et cancer, se sont attelées à ces processus-là d'expertise collective. Il y a par exemple le Centre international de recherche contre le cancer de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donc le CIRC, ou IARC en anglais, justement s'intéresse, alors pas seulement dans le domaine de la nutrition, mais aussi dans le domaine de la nutrition, à différents facteurs qui sont suspectés d'avoir des propriétés cancérigènes, et donc va conduire des expertises collectives qu'ils appellent des monographies, prenant en compte tout l'ensemble des preuves scientifiques disponibles à un moment donné pour pouvoir faire une gradation du niveau de preuve. Et donc, lorsqu'ils sont vraiment sûrs d'eux, ils concluent à un niveau 1. Donc là, on est cancérigène pour l'homme. Niveau 2A, c'est cancérigène probable pour l'homme. 2B, cancérigène possible. Et puis, groupe 3, on n'a pas assez d'éléments scientifiques. Soit il n'y a pas d'effets cancérigènes ou bien pas encore assez d'éléments pour démontrer quoi que ce soit. Et donc plusieurs monographies ont porté sur des facteurs nutritionnels et ont conclu par exemple au caractère cancérigène de l'alcool, des charcuteries, cancérigène probable viande rouge ou bien possible aspartame. On en redira un petit mot tout à l'heure. Donc ça c'est la dernière monographie nutritionnelle qui a été conduite l'été dernier. Autre grand institut dans le domaine nutrition-cancer qui s'intéresse justement à ces niveaux de preuve, c'est le World Cancer Research Fund. Alors le CIRC s'intéresse uniquement aux facteurs délétères, donc cancérigènes possibles. Le WCRF s'intéresse aussi à des facteurs potentiellement protecteurs et va passer en revue de manière systématique toute publication, là notamment épidémiologique, mais il regarde aussi toute la littérature expérimentale, sur les facteurs. Alors bon, c'est écrit en tout petit, mais ça c'est en libre accès sur Internet pour ceux qui voudraient regarder. Tous les facteurs nutritionnels en colonne et tableau double entrée, toutes les localisations de cancer en ligne, de manière à pouvoir, au fil du temps et au fil de l'avancée des recherches, compléter cette matrice, ce tableau à double entrée, avec les cases couleur chaude qui sont plutôt des facteurs de risque, donc rouge, fortement avérés, et
orange, on va dire, plus probable, mais pas encore totalement convaincant, et les facteurs, les couleurs vertes, plutôt les facteurs protecteurs. Donc on arrive finalement à pouvoir, facteur par facteur, connaître, pour les facteurs nutritionnels connus, comme ici les fibres alimentaires, non seulement le niveau de preuve, les localisations ici de cancer sur lesquelles ce facteur joue. Donc ici, pour les fibres alimentaires, on sait que c'est un facteur protecteur par rapport au risque de cancer colorectal. En France, par exemple, on pourrait éviter 4700 cas par an avec des apports en fibres plus élevés. En l'occurrence, on a des apports beaucoup trop bas. 87% des Français consomment moins des 25 grammes de fibres par jour qui seraient recommandés, donc 25 à 30 grammes recommandés, avec des vecteurs qui sont fruits et légumes, légumineuses, donc les légumes secs, pois chiches, lentilles, etc., ou les produits céréaliers complets, donc pain complet, pâtes, riz ou semoule complète. Donc là, par exemple, cette fiche de synthèse, on l'a éditée donc avec mon laboratoire avec le réseau NACRE. Donc c'est le réseau Nutrition, Activité Physique, Cancer, Recherche. Si vous souhaitez des informations dans le domaine nutrition cancer, vous pouvez sans problème consulter le site internet et on a facteur par facteur des fiches récapitulatives comme ça sur ce qu'on sait à l'heure actuelle. Et donc, finalement, on sait aujourd'hui que l'activité physique, la consommation de fruits et légumes, de fibres alimentaires ou encore de produits laitiers ou le fait d'allaiter sont des facteurs protecteurs vis-à-vis du risque de certains cancers, dont vous voyez ici les différentes localisations. Tout ne joue pas évidemment sur les mêmes localisations. Et à l'inverse, d'autres facteurs ont été prouvés comme étant des facteurs de risque, donc boissons alcoolisées, le surpoids et l'obésité. Viande rouge et charcuterie ou encore le sel, par exemple, sont des facteurs de différentes localisations de cancer. Donc ce travail-là, je vais un petit peu plus développer l'exemple du cancer, mais il a été fait aussi pour d'autres pathologies. Vous trouvez ici, par exemple, les facteurs avérés, protecteurs ou délétères de risque d'obésité. Et donc on retrouve, et donc c'est ça qui nous facilite la vie d'un point de vue santé publique, c'est quand même, il y a évidemment donc un faisceau de facteurs qui vont en général dans la même direction. Donc on retrouve là aussi pour ce qui est des facteurs de risque de l'obésité, des aspects de type aliments complets, donc les whole grain cereals, le régime méditerranéen ou encore l'activité physique protecteur ou au contraire les régimes de type fast-food, les boissons sucrées et le temps d'écran, la sédentarité, etc. dans les facteurs délétères. Alors, même chose, je ne vais pas passer tout en revue, mais on a aussi cette synthèse-là qui est faite pour les pathologies cardio-métaboliques, donc par exemple le diabète de type 2 ou les pathologies coronariennes, comme l'infarctus du myocarde, ou bien encore les pathologies cérébrovasculaires, comme l'accident vasculaire cérébral, où on a là aussi un ensemble de facteurs, dont certains, fruits, légumes, etc., sont partagés là aussi, ou d'autres sont plus spécifiques à la santé cardiovasculaire, comme par exemple les poissons gras avec les acides gras oméga 3 ou encore les fruits à coque avec un profil en acides gras favorable par rapport à la santé cardiovasculaire. Alors, je disais en introduction, je parle beaucoup d'alimentation, mais il ne faut surtout pas oublier l'activité physique. Quand on parle de nutrition avec un N majuscule, on a vraiment alimentation, activité physique et le statut pondéral et aussi le statut sanguin en vitamine D. Donc tout ça, c'est la nutrition au sens large. Et donc là, évidemment aussi, donc il y a eu une expertise collective de l'INSERM il y a peu de temps sur activité physique et santé, à la fois en prévention primaire, donc avant l'apparition d'une première pathologie, mais aussi pendant la pathologie, donc chez des patients atteints de cancer ou autres pathologie, où on a montré de multiples bénéfices de l'activité physique et au contraire effet délétère de la sédentarité sur la santé. Donc, je parlais ici de cancer, obésité, maladies cardio-métaboliques. Ce sont des pathologies pour lesquelles le lien entre la nutrition et ces maladies-là commence à être bien connu, même si vous allez voir, il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Mais il y a tout un large spectre de maladies pour lesquelles les liens commence à être découvert pour l'alimentation, pour la nutrition, mais les niveaux de preuve augmentent de manière assez rapide. Tout ce qui est maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ostéoporose, tout ce qui est pathologie rhumatismale, ostéo-articulaire, dépression, pathologie pulmonaire, asthme, etc. Donc on a énormément de maladies. Ça ne se résume pas finalement à l'obésité, maladies cardio-métaboliques et cancer.
Et donc, ces maladies-là, elles sont multifactorielles. Donc, évidemment, la nutrition est loin d'être le seul facteur qui agit sur le déterminisme, finalement, de ces maladies-là. Mais il y a aussi, évidemment, des causes sur lesquelles on ne peut pas agir. Des causes génétiques où l'âge est un facteur de risque en soi. On ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Et heureusement qu'on vieillit, ça fait partie de l'ordre des choses. Mais par contre, il y a quand même tout un ensemble de facteurs sur lesquels on peut agir, des facteurs dits modifiables, et la nutrition en fait partie. Ici, par exemple, on a fait l'exercice au niveau français. Il y a environ 142 000 cas de cancer par an qui pourraient être évités par une modification de notre mode de vie, de facteurs donc modifiables. Et sur ces facteurs-là, le tabac arrive en tête, donc c'est pas une conférence sur le tabac aujourd'hui, mais quand on parle de santé publique, on est obligé de faire un clin d'œil et un rappel là-dessus, parce que ça reste quand même un des facteurs de risque majeurs sur lesquels on pourrait agir. Mais ensuite, on voit tout de suite un ensemble de facteurs liés au domaine nutritionnel, donc alcool, alimentation déséquilibrée, surpoids, obésité, manque d'activité physique et d'allaitement, qui sont des facteurs importants, modifiables du risque de cancer. Alors même chose sur le risque de décès, donc je m'aperçois que c'est assez petit, mais vous avez les chiffres pour les femmes ici et puis les hommes à droite. Ce sont les facteurs de risque de mortalité prématurée au niveau international, et ce sont les facteurs donc les chiffres du Global Burden of Disease qui montrent que finalement les facteurs nutritionnels sont hauts dans la hiérarchie, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, comme facteurs expliquant la mortalité prématurée dans la population générale. Alors évidemment, au niveau mondial, ces chiffres-là disent qu'environ 1 décès sur 5 serait lié à des facteurs nutritionnels. Vous l'imaginez, la situation et les problèmes nutritionnels ne sont pas du tout les mêmes selon les pays, avec des situations de carence ou de famine dans certains pays qui restent encore les problèmes nutritionnels majeurs, et des problèmes au contraire d'excès, de malbouffe et de nature totalement différente dans d'autres pays, mais qui ne sont pas uniquement l'apanage des pays développés. On a aussi des pays en développement qui sont très touchés par les problèmes d'obésité et d'excès calorique ou autre. Mais en tout cas, des situations évidemment contrastées d'un point de vue nutritionnel. Alors, de ces niveaux de preuve-là, de tout ce qu'on a acquis jusqu'à présent, nous en avons découlé des politiques de santé publique. Donc, en France, par exemple, nous avons le Programme national nutrition santé depuis 2001, qui régulièrement est révisé au gré justement de l'avancée des connaissances, des nouvelles connaissances scientifiques. Et c'est ce qui nous a permis, du coup, de faire passer des recommandations pour la population générale. Alors, j'évoquais les au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, c'en est une, et c'est la plus connue. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, par exemple, les légumineuses, donc légumes secs, maintenant, c'est au moins 2 fois par semaine, la recommandation, à la fois pour leur richesse en fibres, mais aussi en protéines végétales. Et donc là, ce sont des recommandations qui ont été révisées en 2019, avec vraiment une optique de co-bénéfice entre la santé humaine, enfin notre santé, et la santé planétaire. Et donc, il y a ce double aspect donc d'essayer de végétaliser l'alimentation. Végétaliser, ça ne veut pas dire tous devenir végétariens, mais c'est de limiter chez ceux qui sont en excès de consommation de viande rouge ou de charcuterie. Donc, viande rouge, pas plus de 500 grammes par semaine, charcuterie, pas plus de 150 grammes par semaine, et de remplacer cela par une portion de protéines végétales, donc par exemple légumineuses ici. Dans les recommandations, il y a également tout ce qui touche donc santé cardiovasculaire, une petite poignée de fruits à coque, amandes, noisettes, noix, etc. Le fait de favoriser l'activité physique. Alors, le fait maison, ça fait officiellement maintenant partie des recommandations, en tout cas d'essayer de consommer des aliments pas ou peu transformés. On va revenir après sur ce qui a conduit à prendre ces décisions. Et puis, donc, aliments, produits céréaliers complets, donc essayer d'en avoir une portion par jour. Ça peut être du pain, pâtes, riz, etc., plutôt qu'une baguette blanche en France, qui reste le truc le plus populaire, évidemment, dans les boulangeries. Pain complet, pain aux céréales, etc. C'est vraiment beaucoup plus riche en fibres et largement meilleur pour la santé. Tout ce qui est donc les poissons. Alors il y a vraiment en nutrition, c'est un cas d'école qu'on cite souvent de bénéfice-risque, puisque les poissons gras, donc je vous le disais,
richesse en oméga 3, 2 poissons par semaine, dont un poisson gras. Mais là, on ne dit pas au moins 2 par semaine, puisqu'il y a vraiment un ratio bénéfice-risque à atteindre, avec pas trop de consommation non plus, puisque notamment les poissons gras vont concentrer certains contaminants, métaux lourds, qui se stockent dans les graisses, qui sont liposolubles. Et si on consomme trop, cette fois-ci, on risque le ratio part sur le délétère, et les oméga 3 ne compensent pas entièrement ces contaminations en termes de ratio bénéfice-risque. Les matières grasses aussi préférées, huile de colza, de noix, d'olive, aux matières grasses notamment animales, comme le beurre. Les produits laitiers. Alors en France, on est sur 2 produits laitiers par jour. Je crois que c'est encore 3 en Suisse. Donc il y a des petites différences comme ça, mais on est quand même relativement proche. Et puis limiter tout ce qui est alcool, boissons sucrées, produits sucrés, excès de sel et les aliments mal notés au Nutri-Score. Ça aussi, on va en reparler. Donc ça, ce sont les repères quantitatifs pour la population adulte, mais évidemment, tout cela est décliné par catégorie de population, chez les plus jeunes, ados, des enfants, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a en France, mais vous voyez qu'en Suisse, la pyramide alimentaire, qui fait partie des recommandations officielles de la stratégie suisse de nutrition, sont très proches. Il y a des petites subtilités, des petites différences, évidemment, dans tous les pays, mais on a quand même ce qui est recommandé en bas de la pyramide, et puis ce qui doit être consommé. Rien n'est interdit, jamais rien n'est interdit en nutrition, mais en termes de fréquence et de quantité, il y a des choses qui devraient être plus limitées. On a vraiment la même hiérarchie que ce qu'on a en France de manière générale. Même chose d'ailleurs à travers le monde, les différentes recommandations qui ont pu être émises à travers le monde dans l'ensemble des pays, et ou des recommandations, j'évoquais le WCRF, le World Cancer Research Fund, les recommandations pour la prévention primaire des cancers. Vous voyez qu'on retrouve être physiquement actif, alimentation riche en céréales complètes, limiter les charcuteries, les boissons sucrées, etc. Donc évidemment, on a cette cohérence-là, puisqu'on se base sur le même socle de connaissances. Quand on fait le PNNS en France, on ne regarde pas que les études françaises. Tout le monde regarde l'ensemble des études faites dans le monde, et donc on arrive à des choses qui, globalement, sont assez cohérentes sur un grand nombre de facteurs de risque. Alors, quand on travaille en nutrition de santé publique, c'est important donc de faire ces études qu'on appelle, nous, étiologiques, donc pour regarder les liens entre l'alimentation et la santé. Mais c'est important aussi de faire des études de surveillance pour essayer de justement mesurer où est-ce qu'on en est par rapport à ces facteurs de risque. Est-ce qu'on est plutôt proche d'atteindre les recommandations, ou est-ce qu'on n'est pas encore adéquate. Et donc, on a fait ce travail-là en France, par exemple, avec l'étude Esteban de Santé publique France, où on voit les Français ont beau connaître c'est au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, vraiment de manière très importante dans la population. On a encore 72% qui n'atteignent pas ces recommandations. Et puis, c'est encore pire, par exemple, sur les légumes secs, 87% sont en deçà des 2 portions par semaine, 85% des Français ne consomment jamais de fruits à coque, etc. Donc on a vraiment, c'est pas pour culpabiliser, mais c'est pour nous en santé publique avoir un baromètre finalement qui nous permet de voir où mettre l'accent en termes de communication ou d'action de santé publique pour tendre vers ces recommandations. Alors, on a beau savoir ce qu'il faut faire en théorie, pour être en bonne santé, quand on se retrouve dans un rayon de supermarché avec 2 secondes pour faire les courses, et puis les enfants qui disent je veux des bonbons, et voilà, une pléthore d'offres alimentaires, enfin, c'est quand même très compliqué de faire les bons choix. C'est très compliqué aussi parce qu'on n'est pas forcément aidé par le marketing qui environne ces produits-là, et qui va jouer sur des côtés plutôt rustiques, nature, etc. Donc c'est ce qu'on va voir en premier, et c'est fait pour. Mais lorsque on veut connaître finalement les aliments qui sont de meilleure qualité nutritionnelle, à l'heure actuelle, dans la zone Europe, on a accès à cette information-là, donc les tableaux que vous connaissez, en face généralement arrière des emballages, et qui donnent pour 100 grammes ou par portion la quantité d'acides gras saturés, sucre, fibres, etc. Donc certes, on a l'information en tant que consommateur, mais qui prend le temps de regarder ça sur chaque produit, tout le temps, quand on fait nos courses, sachant qu'en plus les aliments changent de composition, et vous imaginez que les personnes qui font cet exercice-là, il y a quand même aussi un gradient social et une littératie aussi. Il faut avoir fait un certain nombre d'études pour avoir et le temps et l'argent et l'envie, etc., de s'intéresser à ça. Donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir, avec le Nutri-Score, produire un logo en face avant des emballages qui puisse résumer cette information.
en un coup d'œil et pouvoir dire, bah voilà, comparer ici au rayon pizza. Alors, parenthèse, hein, évidemment, c'est mieux de faire sa pizza à la maison. On contrôle les ingrédients qu'on met dessus, on ne met pas d'additifs, on met la quantité de fromage, etc. qu'on veut, donc c'est mieux. Mais si vous voulez acheter une pizza du commerce, bah là au moins vous avez l'information de manière beaucoup plus simple et immédiate. Et c'est une information qui prend en compte tous les facteurs nutritionnels pour lesquels on a des niveaux de preuve vraiment forts en termes d'impact sur la santé. Donc les facteurs plutôt à limiter, comme la teneur en énergie, acides gras saturés, sucre, sel pour 100 grammes d'aliments, ou au contraire les facteurs plutôt à favoriser, donc la part de fruits et légumes dans l'aliment, aussi légumineuses, fruits à coque, huile de colza, etc., de fibres et de protéines. Et donc, ce Nutri-Score, il faut voir que donc, il est basé sur un algorithme qui a été validé, mais il est amené à évoluer. Et d'ailleurs, en janvier 2024, un certain nombre de modifications de l'algorithme sont entrées en vigueur, à la fois sur les aliments solides et sur les boissons, de manière justement à être plus adapté par rapport aux recommandations et à prendre en compte l'évolution des connaissances dans certains domaines. Par exemple, les édulcorants qui sont maintenant pénalisés par le Nutri-Score. Les boissons édulcorées sont maintenant pénalisées, ce qui n'était pas le cas dans la version précédente. Alors, ce Nutri-Score, hein, historiquement, donc il a été proposé au départ par Serge Herzberg, le professeur Serge Herzberg, qui était mon prédécesseur à la direction de l'équipe, et qui avait cette idée. Donc au départ, il avait proposé des logos comme ça, la forme du Nutri-Score initialement ABCDE avec les pastilles. Il avait proposé ça à la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, en France, en 2014. Et on a collectivement, avec du coup mon équipe là aujourd'hui, conduit un grand nombre de travaux pour pouvoir valider ce Nutri-Score. Donc il y a plus de 150 publications scientifiques qui sont faites à l'heure actuelle, alors plus uniquement de notre équipe, hein, on a une cinquantaine des nôtres, et puis ensuite les équipes académiques à l'international se sont emparées de l'outil, ont réalisé des études de leur côté, et donc maintenant on a pu à la fois valider l'algorithme lui-même et montrer dans des études en grande population, donc Suvimax, Nutrinet, la cohorte EPIC aussi au niveau européen, que le fait de consommer des aliments mieux classés au Nutri-Score était associé à un risque plus faible de cancer, de syndrome métabolique, de diabète, de maladies cardiovasculaires, etc. Donc ça, c'est la validation de l'algorithme. Mais on a aussi conduit des travaux pour montrer que ce logo-là était bien compris par tout le monde, y compris des populations plus défavorisées, des étudiants, des patients. Donc on a fait dans différentes catégories de population, et qu'il impactait réellement la qualité des paniers d'achat et permettait d'arriver à des paniers d'achat de meilleure qualité nutritionnelle, plus favorables à la santé. Donc ce Nutri-Score est aujourd'hui utilisé dans 7 pays, donc France, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Pays-Bas, et puis en Suisse depuis 2020. En France, on a un peu plus de 1300 marques qui l'utilisent, mais vous avez dû le remarquer, ici comme en France, le Nutri-Score reste non obligatoire, donc il est à la discrétion des industriels. Donc certains ont choisi de l'apposer, d'autres non. En Europe, on ne peut pas rendre quoi que ce soit obligatoire sur l'étiquetage si ce n'est pas une décision qui est prise au niveau européen. Or, comme vous pouvez l'imaginer, des industriels comme Pepsi-Cola, Mondelez, Coca-Cola, Ferrero, etc., qui ont un portefeuille de produits qui est quand même globalement dans le rouge du Nutri-Score, font un lobby intensif anti-Nutri-Score en ralliant aussi des politiques, en Italie notamment, qui sont très fervents anti-Nutri-Score. Et donc, on a vraiment une bataille ici, santé publique, avec des preuves scientifiques. On n'est plus maintenant dans le débat de est-ce que le Nutri-Score a un intérêt. Il y a vraiment des preuves scientifiques et une adhésion globalement de la communauté scientifique. Il y a même par exemple le CIRC, le CIRC OMS qui avait fait un policy brief demandant à ce que le Nutri-Score devienne obligatoire en Europe, un rapport, si vous voulez, donc signé par 320 scientifiques au niveau international qui montre toutes les preuves sur le Nutri-Score. Donc on n'est plus vraiment dans un débat scientifique, on n'est plus dans un débat intérêt économique versus science, avec l'Europe qui tarde à prendre une décision qui devrait s'imposer si on met la santé des consommateurs en premier lieu dans l'échelle de choix.
Alors, on a un soutien aussi, par exemple, l'INSERM qui avait mis à l'honneur le Nutri-Score dans sa communication. Et puis, en France, on était content parce que l'an dernier, le Nutri-Score est rentré dans le dictionnaire. Donc, c'est quand même un petit signe d'appropriation, finalement, du public de cet outil. Alors, nous, on essaye d'y contribuer à notre échelle avec les moyens du bord. On n'est pas des pros de la communication, on essaye de faire ça au labo. Donc, on a un blog, notamment, hein, si vous voulez des informations. On essaye de faire du debunking de fake news aussi sur le Nutri-Score, avec des fiches techniques, des vidéos, pour vraiment expliquer comment est-ce qu'on l'utilise, ce qu'il permet de dire, ce qu'il ne permet pas de dire, hein, parce qu'évidemment c'est un outil aussi qui ne dit pas tout, c'est pas un outil miracle, loin de là. Mais on explique toutes ces choses-là sur le blog. Et on est aussi heureux de voir quand on a la chance d'intervenir auprès d'enfants. Par exemple, c'est un atelier ici que j'avais fait dans le cadre avec l'Université Sorbonne Paris-Nord, mon équipe, et la Cité des Sciences à Paris, auprès d'enfants de 7-12 ans, qui devaient représenter un petit peu notre recherche avec des briques de Lego. Je représentais pendant un quart d'heure ce qu'on faisait, puis après ils ont pris des Lego et ils ont fait ça, et je trouvais ça très amusant parce qu'ils ont essayé de faire un Nutri-Score. Alors ils avaient que 4 plots de couleurs, donc il n'y a que 4 couleurs. Bon. Mais le Nutri-Score, et puis des personnes avec des sortes de talkie-walkie qui allaient scanner les aliments en rayon pour avoir le Nutri-Score lorsqu'il n'était pas sur les emballages. Donc je trouvais ça vraiment, vraiment chouette, notamment parce qu'on sait que dans les familles, l'alimentation passe aussi vraiment par les enfants, et ils sont très prescriptifs. Ils n'ont pas le dernier mot sur l'achat des courses, quoique, parfois si. Et donc, souvent, cet outil ludique est vraiment utilisé et véhiculé dans les familles et vient par les enfants. Alors, en attendant, et on l'espère que le Nutri-Score devienne obligatoire un jour, il y a des applications qui permettent de le donner en scannant le code barre des aliments lorsqu'il n'est pas sur les étiquetages. Et donc, il y a notamment cette application qui s'appelle Open Food Facts. Au départ, c'est parti donc de collègues, informaticiens, qui font ça vraiment à but totalement non lucratif, base totalement en open access, vraiment pour la santé publique. Donc, c'est parti de France, mais ils ont vraiment étendu l'application à l'ensemble des pays du monde, évidemment avec un degré de complétion variable, mais il y a aussi Open Food Facts en Suisse avec beaucoup de produits du marché suisse qui sont représentés dans cette base. Et donc ça donne le Nutri-Score, ça vous donne la liste d'additifs, ça donne plein d'informations en restant factuel et aligné avec ce qu'on sait d'un point de vue scientifique. Donc voilà, application que je vous recommande. Alors, on vient de parler d'outils, les recommandations pour la population, l'étiquetage pour, en tant que consommateur, faire les bons choix en rayon. Tout ça, c'est vraiment très important, hein, ça fait partie de la politique nutritionnelle de santé publique. Mais comment faire finalement au quotidien pour faire les bons choix quand on est entouré de produits très gras, très sucrés, très salés, où on a très envie de les manger puisqu'on a vu, et nos enfants ont vu les publicités à la télé, ils sont dans tous les distributeurs, dans toutes les stations-service, on parlait, dans tous les points de vente autour de nous. Donc c'est quand même très difficile de dire et de culpabiliser le consommateur en disant bon, vous savez ce qu'il faut faire pour être en bonne santé, il n'y a plus qu'à. On ne peut pas uniquement faire ça quand on parle de politique nutritionnelle de santé publique. Alors juste petite parenthèse marketing, je m'étais amusée à regarder un historique finalement des publicités pour les produits alimentaires, et donc vous voyez qu'on part de loin, hein, donc évidemment maintenant aujourd'hui on pourrait plus avoir ça, on a quand même évolué en termes de connaissances et ils osent plus ce genre de choses, mais le beurre qui aide à la croissance, tout ce qui est les donuts riches en vitamines, la glace qui est vraiment un produit laitier très nutritif, enfin voilà, on a vraiment des publicités reculées devant rien. Pour vendre du chocolat, alors là vraiment le lait, bon je suis désolée, on est en Suisse et j'adore le chocolat suisse en plus, mais c'est vrai quand même qu'on a quand même un marketing sur le lait qui donne une caution santé au chocolat au lait qui n'est quand même pas très prouvé scientifiquement. Sur la viande, énormément de messages dont on a du mal à se départir aujourd'hui, hein, sur la viande c'est la force, c'est la virilité, c'est voilà, il faut de la viande dès le plus jeune âge avec des conserves là. Et puis alors évidemment les boissons sucrées, donc là on avait quand même 7-Up, c'est des vraies pubs, hein, c'est pas des parodies. Qui conseillait aux mamans, si jamais vous avez du mal à faire boire du lait à vos enfants, mettez un petit peu de 7-Up dedans, ça passera mieux. Donc bon, heureusement on a évolué. Celle-ci aussi, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une petite parenthèse pour dire... Je vois que vous parlez bien anglais, donc je traduis quand même au cas où dans la salle, voilà. Mais là, c'est vraiment ce robot qui s'appelle donc Chef fait tout sauf cuisiner.
Ça, c'est vraiment les femmes, c'est leur travail. Je veux pas voilà, les femmes sont faites pour ça. Et j'offre à ma femme un robot Kenwood Chef. Voilà. Donc, on est vraiment ici dans juste une petite parenthèse pour rappeler, évidemment, en France, en Suisse, on a quand même la chance d'être dans des milieux où globalement énormément de chemin a été parcouru. On n'a plus uniquement les femmes en cuisine. On a vraiment des mentalités qui évoluent là-dessus, même s'il y a quand même encore des choses à faire. Mais il faut quand même rappeler que voilà, le côté aliénation aussi de la femme par l'alimentation, par la cuisine, dans certains pays, tout reste à faire dans ce domaine-là. Alors, c'était les anciennes publicités, mais si on regarde finalement les publicités actuelles, on voit qu'il y a quand même là aussi des choses qui ne vont pas. Par exemple, une publicité pour le sucre en poudre, qui nous rappelle que le sucre est une plante. Donc oui, certes, alors c'est extrait de la betterave, mais on n'est quand même pas dans les 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc ils ont essayé. Le lait, le chocolat. Donc là, je crois qu'on est toujours complètement là dans cet imaginaire-là. Bon, et puis alors Coca-Cola qui nous dit adopter un mode de vie équilibré. Donc on voit pas très bien le rapport entre ce slogan et puis boire du Coca-Cola, qui soit light ou pas light. Donc on a quand même vraiment là par exemple, c'est une photo que j'avais prise en pharmacie où vous voyez que entre eux, des pilules, etc. Il y a des barres chocolatées, alors certes hyper protéinées, c'est pour ça sûrement qu'ils ont le droit d'être là, mais c'est quand même une tromperie. Enfin voilà, d'un point de vue marketing, ça donne une caution santé, le fait d'être vendu en pharmacie, alors que c'est une catastrophe nutritionnelle. Donc voilà, tout ça pour dire que lorsqu'on parle de facteurs individuels qui pour aller vers le mieux en termes de nutrition, de santé publique, on ne peut pas uniquement parler de information du consommateur, éducation, étiquetage. Je ne renie pas l'importance de cela, mais il faut aussi agir plus globalement sur les facteurs de l'offre alimentaire, des systèmes alimentaires qui englobent tout ça. Donc, par exemple, on a eu des différentes mesures de santé publique où les distributeurs ont été interdits dans les écoles en France à partir de 2004. Depuis 2012, on a une taxation des boissons sucrées indexée sur le taux de sucre depuis 2018, ou encore une interdiction depuis quelques années là, de la publicité pour des produits alimentaires pendant les programmes pour enfants. Mais j'en redirai un petit mot après. C'est encore très loin d'être suffisant, cette mesure-là, mais en tout cas, ça participe à l'environnement, à changer de manière structurelle l'environnement des consommateurs et pas seulement mettre la pression au niveau du consommateur. Alors, bon, où est-ce qu'on en est aujourd'hui finalement? Donc ça, c'est la situation à l'heure actuelle et vers où on va, que ce soit en termes de politique de santé publique ou de recherche. Alors, on est toujours, en tant que scientifique qui travaille dans le domaine de la santé publique, à se poser la question de à partir de quand on a finalement suffisamment d'éléments, des niveaux de preuve suffisamment forts, à partir de quand on a suffisamment de billes pour se dire, OK, là, il faut vraiment agir d'un point de vue santé publique. Et puis, on a cette modestie et prudence à la fois, toujours de se dire, non, on aimerait bien pouvoir finir toute la recherche, finir nos projets de recherche qui vont durer 5 ans, 10 ans sur les additifs, etc. et communiquer une fois que tout sera fini. Le problème, c'est que pendant ce temps, les maladies progressent, les choses n'avancent pas et on ne sera jamais parfait. De toute façon, là, on aura toujours des choses à découvrir. La recherche ne sera jamais terminée. Donc, cette question de se dire que il y a des moments où il faut prendre des décisions. On n'est peut-être pas 100% sûr de tout, mais il faut prendre des décisions, il faut changer les choses. Et le fait de ne pas tout savoir encore ne doit pas nous servir d'excuse pour retarder des mesures de santé publique qui s'imposent. Et il y en a un certain nombre là qui s'imposent et qu'on n'a pas encore prises. Et ça, c'est urgent, ces mesures de santé publique à prendre. Urgent pour différentes raisons. Urgent ici, puisque vous le voyez, l'alimentation, donc les inégalités sociales de santé, on en parle énormément, elles ont été exacerbées avec la crise Covid de manière globale, mais l'alimentation, c'est vraiment un des marqueurs clés de ces inégalités sociales de santé. Si vous regardez les chiffres, les prévalences de surpoids et d'obésité, chez les enfants par exemple, on est à 16% des enfants d'ouvriers qui sont en surpoids, 6% qui sont en situation d'obésité, contre, ça ce sont chez les ouvriers, chez les cadres, on est à 7% en surpoids et 1% en situation d'obésité. Même chose chez l'adulte, je ne passe pas en revue l'ensemble des chiffres, mais c'est exactement la même situation. Je vous parlais tout à l'heure des 72% qui n'atteignent pas les recommandations. Donc, si on regarde à l'envers, ça fait 28% qui atteignent les recommandations des au moins 5 portions de fruits et légumes chez les adultes en France. Eh bien, c'est seulement 6% chez les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Dans l'étude Nutrinet Santé qu'on a dans notre laboratoire,
on a un gradient absolument linéaire et très clair de consommation de fruits, de légumes, de poissons qui augmente avec le niveau d'éducation, le revenu. Donc c'est vraiment quelque chose qui se voit de manière très flagrante. Urgent également et important d'agir, je vous l'évoquais, on est vraiment dans cette dimension aussi d'impact de nos systèmes alimentaires sur la planète et eh bien, il y a évidemment des impacts majeurs. Par exemple, les systèmes alimentaires représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre, donc avec une grande partie pour le bétail, mais pas uniquement, et d'autres impacts majeurs, que ce soit en matière d'utilisation des sols, des ressources en eau, eutrophisation également, tout ce qui est biodiversité aussi. Donc des impacts qui sont vraiment importants et qui, là aussi, dans le contexte actuel, nous disent il va falloir changer des choses. Alors, parfois, on nous interroge, on nous dit, mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quels seront les aliments du futur? Alors, oui, il y a des réflexions sur la diversification, par exemple, des sources de protéines, et donc le fait d'introduire les insectes dans les sources de protéines d'alimentation. Très certainement, des pays le font déjà depuis très longtemps. On a quelques barrières culturelles dans nos pays pour aller vers ça. Bon, voilà, c'est en réflexion. Après, il y a des réflexions sur faire de la viande de synthèse. Voilà, donc il y a plein de choses d'aliments du futur, d'innovation. Certaines seront peut-être de vraies bonnes idées, d'autres, il va falloir se méfier de ce qui est rajouté à la place pour que ça ressemble à de la viande à la fin. Mais en tout cas, je ne doute pas qu'il y aura des innovations intéressantes. Mais quand on dit ça, quand on parle du futur, et si on se projette finalement dans ces solutions-là, on a l'impression qu'on est dans la science-fiction avec des choses inatteignables. Alors qu'en fait, des mesures très simples d'un point de vue santé publique sont d'ores et déjà proposées et pas du tout encore appliquées. Et donc... nous, on a fait tout un ensemble de propositions, notamment avec le Haut Conseil de la santé publique, déjà depuis des années, qu'on a remis au goût du jour. En France, il y a toute une réflexion à l'heure actuelle autour de la stratégie nationale alimentation, nutrition, climat, la SNANC. Et donc, on a réédité, pour ceux qui sont intéressés, un rapport avec tout un ensemble de propositions dans tous les domaines, des domaines de collectivité territoriale, ce qu'on peut faire au niveau national, dans les écoles, tout ce qui pourrait être fait pour améliorer les choses. Avec régulation du marketing, politique de prix, beaucoup de choses. Peu de choses encore faites à l'heure actuelle, mais beaucoup de propositions qui sembleraient pas si compliquées que ça à mettre en œuvre. On en a fait aussi de manière plus thématisée autour du Nutri-Score. Bon, déjà, le rendre obligatoire partout en Europe, pouvoir l'apposer aussi sur les publicités pour les produits alimentaires. Alors, la position en restauration collective et en produits en vrac, c'est en train d'être mise en œuvre. Donc là, ça va passer pour de bon. L'utiliser pour la réglementation, la régulation du contenu des distributeurs ou encore à des fins de régulation économique. Pour l'instant, la taxe sur les boissons sucrées n'est que sur les boissons sucrées. On pourrait l'étendre aux produits ayant des profils au Nutri-Score pas favorables. Donc, je vous parlais aussi de la régulation de la publicité. Les programmes pour enfants, c'est une chose, mais tous ceux qui ont déjà, qui ont des enfants ou qui en ont approché depuis pas très longtemps, voient qu'en fait, c'est plus ça qu'ils regardent. Ils sont exposés de manière plus globale à l'ensemble des programmes, alors déjà télé, que la famille regarde. Et donc, notamment, le Santé publique France a fait un rapport et a chiffré que plus de la moitié des aliments, des publicités pour les aliments auxquels étaient exposés les enfants étaient de Nutri-Score D ou E, donc de mauvaise à très mauvaise qualité nutritionnelle. Et avec du coup une proposition d'interdire la publicité pour cette malbouffe dans les heures de grande écoute et pas seulement dans les programmes pour enfants. Et avec aussi tout un no man's land réglementaire sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui est vraiment regarde les enfants. Moi, mes enfants, mes ados n'allument jamais la télé, mais par contre le téléphone et les tablettes, ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses avec du marketing via des influenceurs, via tout un ensemble de choses qui sont très très peu régulées, mal régulées à l'heure actuelle. Et important de le réguler d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire qu'on le voit avec le Nutri-Score, c'est super déjà, et certains jouent le jeu. Là, c'est une iconographie qu'avait réalisée Foodwatch sur justement les mesures prises par certains industriels ou distributeurs pour le marketing de produits de malbouffe, on va dire, ou de la publicité. Mais on le voit, si ça reste à la discrétion des industriels, on va avoir certains qui jouent le jeu, d'autres pas. Et donc, si on veut que tout soit fait, tout soit mis au pas, il faut le décider d'un point de vue réglementaire. Alors ça, c'était sur les aspects politiques. Finalement, on a l'impression qu'on sait déjà tout, mais en fait, énormément de choses qu'on ne sait pas encore. D'un point de vue facteur de risque, facteur protecteur,
beaucoup de questions se posent. Des questions, par exemple, sur les additifs alimentaires, sur les résidus de pesticides dans notre alimentation, sur est-ce qu'il faudrait tous devenir végétariens, arrêter le gluten, quel est l'impact des heures des repas, du jeûne aussi qui est très à la mode, des compléments alimentaires. Enfin, il y a énormément de sujets en matière de nutrition et santé pour lesquels la recherche apporte de nouveaux éléments, a été très dynamique ces dernières années et va encore apporter de nouveaux éléments dans le futur. On se pose des questions aussi sur les mécanismes qui sous-tendent toutes ces relations, sur les déterminants de nos comportements nutritionnels, alimentation, activité physique, et sur les outils à mettre en œuvre. Et donc, c'est vraiment là-dessus que nous travaillons dans mon équipe de recherche. Alors, on n'arrive jamais à être tous ensemble, mais une bonne partie de l'équipe ici, qui donc travaillons sur ces questions-là. Et donc vraiment sur l'impact de l'alimentation et de l'activité physique au sens large sur la santé, cardio-métabolique, cancer, mais aussi pathologie respiratoire, dermatologique, la santé mentale, etc. Tout ce qui est impact sur la santé planétaire, donc sur l'équilibre des écosystèmes, sur la durabilité de nos systèmes alimentaires. Les mécanismes sous-jacents, donc on fait aussi de ce qu'on appelle l'épidémiologie moléculaire avec des biomarqueurs et des approches où on essaye de comprendre les mécanismes biologiques ou physiopathologiques qui sous-tendent ces relations. On a un gros volet de microbiote intestinal qu'on lance là au laboratoire où on est en train de collecter les selles sur 10 000 participants là, de l'étude Nutrinet Santé pour avoir ce volet-là. On s'intéresse vraiment à l'histoire des déterminants, c'est vraiment clé d'un point de vue politique de santé publique puisque ce sont vraiment les leviers ou au contraire les freins à l'adoption de comportements plus favorables à la santé et donc de les comprendre, ces déterminants psychologiques, géographiques, culturels, économiques, ça va vraiment nous permettre de designer des politiques nutritionnelles de santé publique adaptées. Et donc voilà, une fois qu'on sait ce qu'il faudrait faire pour être en bonne santé, quelles politiques, quels outils, on va tester d'un point de vue recherche ces outils, Nutri-Score ou autres, pour vraiment efficacement réduire le risque de maladie par l'alimentation. Alors pour ça, nous, on a mis en place tout un ensemble d'études épidémiologiques au laboratoire. Et donc, un mot ici sur la cohorte Nutrinet Santé. C'est une étude qu'on a lancée en 2009 et qui était donc à l'époque la première web cohorte, donc cohorte suivie sur Internet de cette ampleur-là dans le monde. Et donc, on a aujourd'hui plus de 176 000 participants qui, donc c'est 15 ans et plus pour rentrer dans Nutrinet, et qui participent régulièrement à remplir des questionnaires validés sur leur alimentation, leur activité physique, évidemment plein d'autres choses, le statut tabagique, l'exposition solaire, enfin on a beaucoup d'autres éléments. Et on a aussi donc du coup une bonne caractérisation de ce qu'on appelle nous l'exposome des participants, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs auxquels nous sommes exposés, nutritionnels et non nutritionnels, et qui peuvent jouer sur notre santé. On a une biobanque aussi, donc c'est sur Internet tout, mais quand même à un moment on les a vus pour prélever donc du sang, de l'urine, et puis donc maintenant la collecte de sel qui se fait par la poste. Et puis on suit ces participants dans le temps avec des questionnaires santé réguliers, une équipe de médecins qui valide les événements, etc. Et puis une volonté aussi de pouvoir travailler en collaboration avec d'autres équipes de recherche académique. On ne travaille pas du tout avec le monde industriel, c'est voulu pour des histoires de conflits d'intérêts, mais par contre beaucoup avec les collègues académiques en France, à l'international. Pas que des épidémiologistes, des collègues en sciences sociales, en recherche toxicologique, etc. Et on a alors déjà un volet belge qui a été ouvert là, pour l'étude Nutrinet Santé qui pointe sur notre plateforme. On avait fait un pilote avec le bus santé en Suisse, et donc on serait ravis là, de voir comment on pourrait ouvrir un volet suisse sur Nutrinet. Et puis pour des pays qui sont plus distants et où il peut y avoir aussi des régimes alimentaires vraiment plus différents, au Brésil, au Québec par exemple, on a transféré à des investigateurs principaux sur place le savoir-faire, les technologies, etc., pour mettre en place des Nutrinet-like études à travers le monde. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'interface accessible sur ordinateur, tablette, smartphone, et où on peut aussi par exemple scanner le code barre des aliments de marque consommés, et nous on a un lien qui est fait automatiquement en temps réel avec la base Open Food Facts, et donc on a toutes les informations qu'il y a sur l'étiquetage, la liste d'ingrédients, d'additifs, etc. Donc pour la recherche, c'est vraiment un outil qui est puissant. Et aujourd'hui, donc après 15 ans de recherche, pas mal de publications, de conférences scientifiques qui ont pu être données grâce à la participation de ces nutrinotes, comme on les appelle là dans notre équipe.
Alors, juste quelques exemples de résultats. Donc, sur les aliments ultra transformés, par exemple. Alors, c'est ce qu'on appelle aliments ultra transformés, hein, c'est issu de la définition de la classification NOVA, qui a été proposée par Carlos Monteiro et son équipe, donc à l'université de Sao Paulo au Brésil, et qui permet de classer les aliments, y compris donc d'avoir un groupe aliments ultra transformés, qui sont ceux qui ont subi d'importants procédés de transformation biologique, chimique, donc avec un impact sur les matrices alimentaires, hein, par rapport aux aliments de base, et ou qui vont contenir des ingrédients qu'on n'a pas en général dans nos cuisines, hein, donc tout ce qui va être huile hydrogénée, maltodextrine, sirop de glucose, fructose ou autre, ou des additifs cosmétiques. Cosmétiques, cela veut dire en fait dont on pourrait se passer d'un point de vue sécurité du consommateur, risques microbiologiques et autres, et qui vont être là simplement pour que le produit ait l'air plus appétissant. Donc ça peut être des colorants, des édulcorants, des texturants, émulsifiants, etc. Donc on a ici la part d'aliments ultra transformés en termes d'apport calorique, et vous voyez que selon les pays du monde, on est dans des situations très diverses, hein, plutôt autour de 10-15% en Roumanie, Colombie, Hongrie par exemple, et on monte là jusqu'à près de 60% pour les États-Unis, avec une situation, alors pour la France on est à peu près au milieu, 30-35% de l'apport énergétique, et puis pour la Suisse, alors c'était pas sur le graphique donc je l'ai rajouté, on est autour de 28,7% de la part d'apport de calories quotidiennes apportées par les aliments ultra transformés. Alors, nous, ce qu'on a pu montrer dans l'étude Nutrinet Santé pour la première fois, hein, donc on a commencé ces publications-là en 2018, c'est que une part plus importante d'aliments ultra transformés dans le régime alimentaire était associée à un risque accru de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de mortalité, donc symptômes dépressifs, etc. Donc pas mal d'outcomes de santé. Études qui ont depuis été confirmées, alors avec plus ou moins d'études selon les pathologies, par maintenant, il y a plus de 75 études, hein, au niveau international, d'études prospectives, hein, comme des cohortes, qui ont montré des résultats cohérents avec ces travaux-là. Et donc ça a vraiment permis d'avoir un impact, alors avec évidemment des auditions parlementaires, pas mal de reprises aussi par la presse, et donc de sensibilisation du public et de pouvoir du coup des associations de consommateurs, on a pu avoir un impact notamment sur les recommandations, et donc officiellement maintenant en France, avoir cette recommandation d'essayer de limiter les aliments ultra transformés. C'est le cas aussi au Brésil, c'est le cas dans différents pays, pas encore dans l'ensemble des pays du tout. Donc on a publié là justement la semaine dernière, un article là dans le British Medical Journal où on faisait la synthèse de toutes les méta-analyses existantes sur ces questions d'aliments ultra transformés et santé, et où on montrait notamment que pour l'instant là les niveaux de preuve étaient les plus importants, la masse de littérature scientifique pour tout ce qui était obésité, cardiométabolique et problèmes notamment de symptômes dépressifs et mortalité. Et donc maintenant, notre travail en termes de recherche, c'est d'essayer de vraiment comprendre quels sont par où ça passe finalement tout ça, quelles sont les caractéristiques, les facteurs de ces aliments ultra transformés qui pourraient expliquer ces associations et ces effets délétères a priori là sur la santé. Donc, alors en moyenne, ce sont des aliments qui sont de moins bonne qualité nutritionnelle. Donc ça joue très certainement. Mais déjà, c'est qu'en moyenne, c'est pas vrai pour tous. Et puis, dans nos études épidémiologiques, comme on savait déjà que le gras, le sucre, pas assez de fibres, etc., c'est pas bon pour la santé, bien entendu qu'on a pris en compte tout ça dans nos modèles. Donc on s'est affranchi, on a regardé toutes choses égales par ailleurs en matière d'apport en fibres, en sucre, etc., si le fait de consommer plus ou moins ultra transformé était lié à un risque différent pour la santé. Donc c'est certainement une partie de l'explication, mais c'est certainement pas l'ensemble de l'explication, et d'autres facteurs jouent probablement. Et donc là maintenant, on creuse la piste de le changement, finalement, la déstructuration des matrices alimentaires, les contaminants qui sont créés au cours des procédés de transformation, comme l'acrylamide, acroléine ou d'autres contaminants. Tout ce qui peut être additif alimentaire ou par exemple les matériaux au contact dans les emballages, le fait de faire chauffer des barquettes plastiques de plat tout prêt au micro-ondes. Il y a aussi des migrations comme ça de composants dont on se pose des questions sur l'impact santé. Et donc tout cela peut jouer par différents mécanismes d'oxydation, d'inflammation, de perturbation du microbiote intestinal. Il commence à y avoir des études là-dessus sur certains additifs et microbiotes. Et donc, on est vraiment en train de creuser ces aspects-là. Et donc, la chance qu'on a
dans l'étude Nutrinet Santé, c'est que depuis le démarrage de l'étude, on a collecté tous les noms commerciaux et marques des aliments industriels consommés. Et donc, on a pu retourner à la composition en additifs. Donc, c'est des choses qui sont originales par rapport à d'autres études où on sait seulement si c'est un biscuit aux pépites de chocolat. Là, on sait quelle était la marque. Et donc, évidemment, c'est très différent d'une marque à l'autre, la teneur en additifs. Et donc, on a pu voir les additifs les plus consommés, voir les mélanges d'additifs qui étaient fortement consommés, fréquemment consommés dans la population générale. Et on a pu commencer des travaux étiologiques, donc qui font des liens entre ces expositions à différents types d'additifs et la santé. Donc ici, par exemple, on a montré des liens entre exposition aux nitrites, alors nitrites additifs, mais aussi les nitrites contamination dans l'eau de boisson, par exemple, et un risque accru de diabète de type 2. On n'avait rien sur les additifs nitrates, en tout cas c'était non significatif, c'est le bas du tableau ici. On a montré aussi des résultats sur édulcorants, et donc on a pu, dans l'étude Nutrinet Santé, observer des liens entre une consommation plus élevée d'édulcorants, donc ça peut être au global ou de l'aspartame, acésulfame, potassium, parmi les plus consommés sur le marché en Europe, et risque accru de différents cancers, au global, cancer du sein, cancer lié à l'obésité. On a aussi observé des liens entre l'exposition à ces édulcorants et le risque de maladies cardiovasculaires. Là, on est en train on a aussi publié des choses sur le risque de diabète. Donc, à ce stade du jeu, peut-être que vous vous dites, il vaut mieux finalement boire des boissons sucrées que des boissons édulcorées. Donc, non, pas du tout. Les boissons sucrées, je les mets pas dans les derniers résultats de recherche, mais là, on sait que ça augmente le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires, de NASH, donc syndrome du stéatose hépatique non alcoolique, des caries. Il y a beaucoup de choses qui sont prouvées. On se pose encore des questions sur le risque de cancer. Et donc, nous, on a, dans Nutrinet Santé, publié des résultats montrant aussi une association avec le risque de cancer. Donc ça, c'est sûr que c'est pas une bonne idée de retourner vers les boissons sucrées. Mais par contre, voilà, ce qu'on commence à se dire, et avec l'expertise du cirque, de l'IARC, c'est que les boissons édulcorées sont peut-être pas une alternative si heureuse que ça aux boissons sucrées. On travaille aussi sur les émulsifiants. On avait publié l'an dernier des travaux montrant un risque accru de maladies cardiovasculaires en lien avec l'exposition à différentes catégories d'émulsifiants, donc notamment certaines celluloses, donc notamment carboxyméthylcellulose, qui étaient aussi observées par nos collègues au niveau expérimental comme perturbant le microbiote intestinal et créant une inflammation. Donc on a vraiment une conjonction d'éléments qui commencent à se dessiner. Et aussi la monoédiglycéride d'acide gras. Et alors là, c'est vraiment tout petit, mais donc en résumé, les choses qu'on a publiées il y a 15 jours, 3 semaines, sur les liens entre émulsifiants et risque de cancer, où on observait des associations, cette fois-ci pour toujours ces monoédiglycérides d'acide gras et les carragénanes aussi, qui sont vraiment utilisés dans beaucoup de produits de grande consommation. Donc, voilà, en gros, ce qu'on a publié jusqu'à présent. Donc là, on continue à s'intéresser aux liens additifs santé avec les conservateurs, glutamate, d'autres additifs. Ces travaux-là ont d'ores et déjà permis de nourrir les expertises collectives alors de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les nitrites ou bien la monographie de l'IARC sur l'aspartame. Et on s'intéresse maintenant aussi à l'effet santé des mélanges. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, on ne consomme pas uniquement de l'aspartame ou un émulsifiant par-ci par-là. C'est une approche intéressante pour essayer d'isoler et de jouer sur la réglementation et les doses autorisées. Mais il faut aussi regarder ce que ça donne, ce qu'on mange, qui se retrouve dans notre estomac conjointement, qui sont finalement ces mélanges, ces cocktails d'additifs. Donc c'est vraiment ce qu'on a démarré avec une thèse dans le labo là, à l'automne dernier. Et donc on s'intéresse aussi par exemple à d'autres marqueurs de l'ultratransformation comme les acides gras trans produits lors de l'hydrogénation des huiles et où on a pu montrer ici par exemple que ces acides gras trans étaient associés de manière quasi linéaire avec une augmentation de risque de diabète de type 2 pour les acides gras trans industriels mais pas les acides gras trans naturellement présents dans les produits par les ruminants, donc dans les produits laitiers ou les viandes par exemple. Donc on a aussi tout un pan de l'équipe, alors ça c'est ce que moi je coordonnais, on a tout un pan de recherche aussi avec des collègues sur tout ce qui est alimentation bio, résidus de pesticides et santé. Donc elles ont pu montrer des liens entre le fait de consommer plus d'aliments bio et un risque plus faible de cancer ou encore de diabète de type 2. Et pareil, dans l'étude Nutrinet Santé, on a la chance d'avoir des données vraiment fines sur les aliments à chaque fois, est-ce qu'ils sont bio ou pas, et donc avoir pu
calculer et estimer les apports en résidus de pesticides dans l'alimentation et montrer ici des liens entre certains mélanges de résidus de pesticides et un risque accru de cancer du sein ou de diabète de type 2. On travaille aussi sur la durabilité des recommandations. On a pu montrer que notre nouvelle version des recommandations du Programme national nutrition santé non seulement était plus favorable à la santé humaine, mais aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'occupation des terres, etc. Et on travaille sur des modèles d'optimisation, comment changer nos régimes alimentaires pour tendre vers des régimes plus durables. Et on montre qu'on peut largement améliorer les choses sans rogner sur la qualité nutritionnelle des aliments dans une certaine mesure. Alors on a aussi, mais je pense qu'il va falloir que j'accélère pour terminer très bientôt, on a aussi comme beaucoup d'équipes de recherche, étaient mobilisées dans le cadre du Covid et on a obtenu des travaux, des résultats aussi sur facteurs nutritionnels et risques infectieux Covid-19 où on a pu montrer que les consommations, alors là c'était vraiment objectivé par des prélèvements sanguins et une sérologie SARS-CoV-2, c'était pas du déclaratif, où on a pu montrer que les consommations de fruits et légumes avec associés fibres, vitamines B9, C et K étaient associées à un moindre risque d'être infecté, on ne parlait pas là du pronostic. Et on travaille sur beaucoup d'autres sujets que je n'aurai pas le temps de vous présenter là, sur aussi par exemple l'heure des repas, les rythmes circadiens, le fait de jeûner, la durée du jeûne nocturne, les projets sur l'alimentation étudiante ou voilà, beaucoup d'autres projets. Donc, pour conclure, j'ai juste 3 idées pour conclure. Là maintenant, finalement, dans l'état actuel des connaissances, lorsqu'on choisit ces aliments, il faut vraiment avoir une vision 3D, 3 dimensions, de l'impact sur la santé de nos aliments. Une dimension nutritionnelle, et donc ça, on peut la capter et avoir l'indication grâce au Nutri-Score. La dimension sur l'ultra-transformation, la présence d'additifs alimentaires pour lesquels on se pose de plus en plus de questions. Là, nous, on aimerait bien, on a testé d'un point de vue recherche le fait d'implémenter, d'augmenter le Nutri-Score avec un bandeau noir avec marqué ultra transformé lorsque l'aliment est ultra transformé. Donc, on aimerait bien pousser cette option. Et puis, la dimension contamination, résidus de pesticides, contamination environnementale. Et là, vous avez le logo bio pour l'instant, en tout cas, qui fait office d'information. Conclusion numéro 2, on a vraiment besoin dans ces sujets, vous le voyez, j'ai parlé pas mal de lobby et c'est des sujets qui sont chauds, avec des intérêts économiques derrière. C'est vraiment important d'avoir une recherche publique ou en tout cas, ou associative, mais en tout cas financée sans conflit d'intérêts. Là, il y a eu tout un ensemble de publications dans des grands journaux fiables qui ont montré les biais de publication lorsque les études sont financées par l'industrie. Ici, par exemple, c'est boissons sucrées et prise de poids, 5 fois plus de risques de conclure à aucun problème et aucun lien lorsque les études sont financées par l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, pour ceux qui voudraient aller plus loin, je vous conseille le livre de mon prédécesseur, Serge Herzberg, donc super épopée et du Nutri-Score, du PNNS, Programme national nutrition santé, du lobby industriel, vraiment intéressant, c'est du vécu. Et puis je pense que vous évidemment qui êtes là ici, c'est pas à vous que je rappellerai ça parce que vous êtes déjà éclairés, vous avez ce réflexe de vous intéresser, d'avoir cet esprit critique. Mais nutrition et santé, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a tout et n'importe quoi qui circule sur Internet, sur les réseaux, dans des livres grand public, et donc énormément de fake news. Et on le mesure nous objectivement. Par exemple, le baromètre cancer sur population représentative en France, 23,5% des citoyens qui pensent que boire un peu de vin diminue le risque de cancer et que c'est mieux pour le risque de cancer que de ne pas en boire du tout. Alors, c'est faux, je préfère le préciser au cas où. Dès le premier verre par jour, ça augmente le risque de cancer du sein ou voie aérodigestive supérieure, etc. Et donc, on voit plein de fake news sur des régimes détox, sur le gluten, sur le citron congelé, qui est un produit miracle contre le cancer, le crudivorisme ou autre. Donc là aussi... Nous, on essaye de faire ce qu'on peut à notre échelle en participant avec le réseau NACRE à des pièces de théâtre pour les enfants, des ateliers, des vidéos didactiques, tout ça. Mais je vous invite en tout cas à toujours vous questionner sur la source d'information. Donc, alors ça c'est à dominante française et je sais qu'il y a des sources très fiables aussi en Suisse. Il faudrait que j'update les diapos avant de les mettre à disposition. Et évidemment avoir un esprit critique. Est-ce qu'on essaye de me vendre un produit? Quel est l'émetteur? Voilà. Et si vous voulez, ce livre-là qui avait été édité par l'INSERM a pas mal de chapitres nutrition, c'est pas seulement sur alimentation santé, mais qui prend une à une des fake news qu'on voit beaucoup sur les réseaux et qui remet vraiment la science au centre de l'information scientifique là-dessus.
Et donc, pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, donc j'ai eu la chance d'avoir une chaire annuelle en santé publique au Collège de France l'an dernier, avec tout un ensemble de conférences qui vraiment vont plus dans le détail que ce que j'ai pu balayer aujourd'hui sur tous les sujets que j'ai pu un petit peu effleurer. Et donc, tout est en ligne, donc accessible gratuitement, à la fois les diapos et la captation des conférences, avec aussi un colloque international pour les anglophones. On a eu la chance de recevoir des collègues d'Harvard, de Deakin University, de l'Université de Sao Paulo. Donc voilà, vraiment des conférences très intéressantes. Et puis voilà, le livre aussi et le texte qui est gratuitement en ligne sur la leçon inaugurale du Collège de France. Et donc je finis juste avec une œuvre d'art d'un mathématicien qui a représenté la cohorte Nutrinet Santé. Donc ça, ce sont les apports alimentaires et les apports en additifs de l'étude Nutrinet Santé. Donc petite touche artistique pour finir. Et puis je vous remercie pour votre attention et suis à votre disposition pour les questions. Passionnante, un peu déprimante aussi. Oh, c'était pas le but. Écoutez, tout bien une longue journée, mais je pense qu'on va tout de même prendre quelques questions, peut-être essayer de les formuler de près possible. Qu'en a-t-il? Oui. Alors, Madame au fond. Bonsoir, merci pour votre présentation. Sidonie Fabi de la Haute École de Santé, filière nutrition et diététique. Donc mes collègues ont publié l'étude que vous avez mentionnée dans les chiffres suisses. Ma question porte sur les aliments fermentés et puis si vous avez des données autour notamment des légumes fermentés et de l'apport en sel avec ce risque, bénéfice de la fermentation et risque par rapport au sel et notamment au cancer de l'estomac que vous avez mentionné. Alors, non, c'est une bonne question et j'ai pas encore de réponse, mais on est vraiment en train de travailler dessus justement puisqu'on a pris l'ensemble des aliments de l'étude Nutrinet Santé, les plus de 3500 aliments génériques. On a travaillé avec des spécialistes des procédés de fermentation pour justement pouvoir classer par type de fermentation qui a eu lieu dans chaque aliment. Et on est en train là de commencer les analyses pour essayer de voir justement s'il peut y avoir des liens avec les pathologies, sachant qu'on a exactement ce que vous soulignez. Là, vous soulignez l'exemple du sel, il peut y avoir l'exemple de l'alcool aussi, avec des boissons fermentées, voilà. Est-ce que on va avoir soit des synergies, soit des effets opposés? Et donc, est-ce que l'effet de fermentation, toute chose égale par ailleurs en termes d'apport en sel ou d'alcool, joue sur la santé? C'est la suite au prochain épisode. Bonjour et merci beaucoup, c'était formidable. Mais vous avez donc passé très rapidement sur les horaires et la façon d'avoir le repas. Donc, je voudrais un peu plus de détails. Quelle est l'importance de respecter un horaire? Alors là aussi, je réponds avec un tout petit peu plus d'éléments parce qu'on a publié quand même 3 articles là-dessus, mais énormément de choses à découvrir aussi. On vient de recruter un jeune chercheur pour travailler là-dessus. En fait, c'est venu initialement des modèles expérimentaux. Ils prenaient donc chez la souris, donc pas ce qu'on fait dans notre équipe, 2 jeux de souris. L'un nourri à heure fixe avec donc 3 prises alimentaires, voilà, et l'autre nourri ad libitum et n'importe quand du jour et de la nuit et à volonté quand il le souhaitait, mais avec vraiment les mêmes apports énergétiques, même d'un point de vue qualitatif, c'était la même alimentation. Et donc il y avait vraiment une prise de poids beaucoup plus importante dans le groupe des souris nourries de manière aléatoire versus celles nourries à heure fixe. Et donc ça a vraiment, pour l'instant, il n'y a pas ce genre encore d'études vraiment précises chez l'homme et vraiment avec un niveau de preuve important, mais ça nous donne vraiment beaucoup d'éléments pour nous dire on a envie de s'y intéresser. Nous, dans Nutrinet Santé, alors c'était la première fois qui était publié au niveau international des chiffres là-dessus, donc on n'en est pas à des niveaux de preuve forts, mais nous, on a observé que notamment ce qui avait l'air d'être associé le plus au risque de différentes pathologies chroniques, c'était l'heure la plus tardive du repas. C'est-à-dire le fait de manger plus tard dans la journée, le dernier repas plus tard. Et nous, on voyait une association, toutes choses égales par ailleurs en termes de calories, de sucre, etc., avec un risque accru de différents cancers, maladies cardiovasculaires et diabète. Donc, moi, cette association ne me va pas du tout non plus. J'ai essayé de faire attention à tout le reste, mais alors les horaires, je pensais être tranquille, mais non. Et notamment dans le dernier papier là, sur les maladies cardiovasculaires, ce qu'on montrait, c'est que ce qui semblait être le plus favorable, c'est de
restreindre la fenêtre pendant laquelle on prenait notre prise alimentaire dans les 24 heures et de la commencer plus tôt dans la journée. Donc un time restricted eating plus tôt dans la journée. Mais ça reste à étudier. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Je suis l'heureux papa de 3 enfants et j'aurais souhaité avoir des outils pour les sensibiliser sur l'importance de la nutrition. Alors, je n'ai pas d'outil miracle. Si j'en avais un, je serais milliardaire. Mais non, on a. Alors, j'ai pas potassé à fond la stratégie suisse de nutrition. J'imagine que vous avez des outils équivalents en France, par exemple. On a des guides qui sont vraiment adaptés dès la grossesse, la petite enfance, etc., avec des conseils nutritionnels, les recommandations. Plein de cas pratiques. Mon enfant n'aime pas les légumes. Mon enfant, voilà, plein de choses comme ça qui sont données, des exemples qui sont donnés. Donc, soit vous avez l'équivalent en Suisse et c'est parfait, soit sinon sur le site du Programme national nutrition santé, il y a à la fois des conseils sur le site web, des guides qu'on peut télécharger. Et évidemment, ça suffit pas. On reste là pour l'instant dans l'éducation de manière un petit peu générale. Ce qu'on voudrait, nous, par exemple, c'est généraliser de manière structurée des enseignements dès la maternelle et l'école primaire et autres sur la nutrition avec des professionnels bien formés. Donc il y a des choses qui restent à faire de notre côté politique, mais il y a des outils qui existent, fiables, voilà, grand public aussi. Bonsoir à tous, bonsoir et merci beaucoup pour la présentation et puis pour le travail aussi de la Fondation, parce qu'une conférence publique, c'est pas toujours organisé. Enfin, je trouve ça très intéressant. En plus, je viens de très loin, donc je suis contente d'avoir pu y participer. Je travaille sur un projet Nutri-Putimoun avec l'hôpital de Cayenne en Guyane et l'ARS Guyane. Et en fait, on fait un gros travail de vulgarisation pour des femmes enceintes et jusqu'à la diversification. Et du coup, tous les messages que vous présentez, on les connaît. On a parfois du mal à les transmettre, justement. Et puis, j'avais une question plus précise je voulais avoir votre avis sur les autres applications qui existent au même titre que le Nutri-Score. J'ai vu que vous avez insisté sur le fait que le Nutri-Score était validé. Je voulais avoir votre avis sur les autres applications, notamment les plus connues comme Yuka ou, je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, avoir votre avis là-dessus. Merci. Merci. Du coup, pour revenir là sur votre remarque sur les DROM, enfin, hyper important, c'est-à-dire que nous, là justement, on édite des recommandations qui sont générales pour qu'elles soient vraiment, que les personnes se l'approprient. Il faut qu'il y ait une résonance par rapport aux cultures alimentaires locales, etc. Donc nous, on a fait un travail, alors pas vraiment au niveau femmes enceintes, etc., mais sur nutrition cancer, où on a sur le site du Réseau NACRE vraiment fait des dépliants, où on a sorti des chiffres pour la Guyane, la Martinique, Guadeloupe, etc., en centrant sur les problèmes pour lesquels dans chaque région il y avait plus d'efforts à faire. Et là, mon collègue Bernard Srour, qui fait sur les rythmes des repas, est en Guadeloupe là, en ce moment en train justement de passer la pièce de théâtre, etc. Oui, bien sûr. Et du coup, voilà, l'idée vraiment pour la Guyane d'adapter les messages, c'est important. Et alors sur le Nutri-Score, c'est pas vraiment une application, c'est vraiment un logo nutritionnel. Et donc on le trouve dans des applications comme Open Food Facts. Yuka, c'est une application, donc bon là c'est une entreprise, pour le coup, c'est pas une association à but non lucratif comme Open Food Facts. Ils se sont totalement inspirés au départ des données Open Food Facts. Globalement, le principe est vraiment très bien, c'est-à-dire donner le pouvoir aux consommateurs, d'avoir l'esprit critique, de pouvoir décider de ce qu'on a dans les assiettes. Après, voilà, il y a des choses où ils calculent notamment une note globale en agrégeant la dimension nutritionnelle, pesticides et additifs sur des bases scientifiques où nous, on ne sait pas à l'heure actuelle faire cette pondération et calculer cette note globale. Il va falloir d'autres recherches, justement, pour en arriver là. Donc voilà, on est un petit peu plus critique sur la validité scientifique de cette application. Bon. Pas avec Yuka, avec Open Food Facts, beaucoup. Je pense qu'on va prendre une dernière question. Merci beaucoup pour votre conférence. Moi, j'ai 2 questions, mais elles sont très très courtes. La première, vous avez évoqué le fait qu'on pourrait voir les slides ou avoir les slides quelque part, mais j'ai pas pu capter cette information. Voilà, où est-ce qu'on peut, parce qu'ils ont été très vite les slides et ils avaient l'air très intéressants. Alors ça moi, de mon point de vue, en PDF, il n'y a aucun problème si vous le souhaitez. Après, c'est à la Fondation, je ne sais pas si c'est possible techniquement. La conférence sera déposée sur le site de la faculté de médecine. Donc vous pouvez la revoir à tout moment. Si vous souhaitez avoir un PDF des diapositives, dans ce cas-là, on peut
D'accord. Demandez-les-nous par mail et on vous les enverra. D'accord, ça c'est ma première question. Puis la deuxième, elle est super courte. C'est quand je bois du thé et que j'aimerais bien que ça soit sucré, vous me conseillez une cuillerée de sucre ou une pastille? C'est pas du tout une question simple, ça. À votre avis, quoi, Non, personnellement? Justement, ni l'un ni l'autre, quoi. Enfin, la réponse, c'est de temps en temps, vous mettez ce que vous voulez. De toute façon, aucun problème. Hein, et c'est ça qui est bien en nutrition. On peut se faire plaisir quand on veut. Mais au quotidien, c'est vrai que non, boisson sucrée, non, et boisson édulcorée. Jusqu'à présent, on pensait potentiellement oui, mais maintenant, les recommandations de santé publique, et pas que depuis l'expertise IARC, c'est vraiment, ce ne sont pas des alternatives sûres, et il vaut mieux essayer de se déshabituer du goût sucré. Désolée. C'est la réponse que je voulais pas. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que pour notre santé à tous, puisqu'on ne peut pas manger trop tard, on va arrêter là. Je vous rappelle tout de même que quelques carottes et de l'eau plate.